Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Caroline Forest, fondatrice de Forestime, qui propose des vêtements faciles à enfiler, modernes et élégants à destination des seniors. Actuellement incubée au sein d'Aura Materials à Roubaix. Après un parcours riche au sein de grandes enseignes et groupes de la région, Caroline a fait le choix de se lancer et de créer Forestime, qui promeut le Made in France et des vêtements d'une qualité irréprochable à destination de nos aînés. Avec Caroline, nous avons parlé de passion, de la vieillesse, de solidarité et des capacités d'adaptation nécessaires pour se remettre en selle dans la période actuelle. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Forestime, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Caroline. Je ne vous en dis pas plus, et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Caroline. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. Merci à toi pour cette invitation. Alors, Caroline, tu as créé Forestime, qui est une marque qui propose des vêtements pour les seniors. Donc, soit des vêtements pour les seniors qui savent encore s'habiller tout seuls, ou des vêtements pour les habiller par les soignants et les aidants, mais aussi des surblouses, j'ai vu, pour les soignants et les aidants. Exactement. Mais avant Forestime, tu as eu une longue carrière riche de plein d'expériences. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus ensemble. Et notamment, j'ai vu que quand tu étais en école de commerce à IESEG, ça remonte un petit peu. Oui, ça remonte à quelques années. Aux États-Unis. Et moi, c'est vrai que c'est toujours un point, les passages à l'étranger dans les études, j'ai l'impression que ça a toujours un effet assez important, en tout cas pour ceux qui sont partis. Je sais pas si c'était ton cas. C'était tout à fait mon cas. Alors j'ai eu la chance parce qu'à l'époque, il y avait très peu de personnes qui partaient à l'étranger. Oui. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir avec IESEG dans un petit collège aux États-Unis, passer un bachelor, et ça a été une super expérience parce que ça m'a coupé de mon microcosme entre guillemets nordiste, d'école de commerce nordiste, pour se retrouver dans un tout autre environnement, pour savoir s'adapter, découvrir la langue aussi parce que j'étais vraiment nulle en anglais. Donc ça a été une très bonne expérience pour moi. Et puis surtout découvrir une autre façon d'apprendre, une autre vie, découvrir aussi le système américain, qui est parce qu'on critique beaucoup, et c'est vrai qu'il peut être surprenant, mais en fait je pense qu'on le comprend que quand on y vit là-bas. D'accord. Et je pense qu'on ne peut le comprendre même pas en tant qu'étudiant. Parce que j'avais rencontré comme ça une Française et je pense que c'est tout à fait le cas, qu'on ne peut le comprendre que quand on y vit, qu'on y paye ses impôts, etc. Et c'est à partir de là où on peut, voilà. Mais en tout cas, c'était riche avec beaucoup de découvertes, aussi bien de la vie américaine, la vie étudiante américaine qui est géniale, quoi, qui est super avec tous ces extrêmes derrière, mais également avec d'autres Européens qui étaient là également en échange. Voilà, donc c'était une très belle expérience. Et donc après IESEG, tu pars sur des fonctions donc qui sont plutôt autour du marketing, du produit. Alors là, on va peut-être pas tout retracer, mais c'est vrai que tu passes par beaucoup de grandes enseignes, entreprises en tout cas de la région. Je pense notamment à Kiabi. Tout à fait. Après Somewhere, après le groupe Auchan. Avec Fildar entre-temps. Avec Fildar, oui, entre-temps. Qu'est-ce que tu retiens en fait de toutes ces expériences? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Alors j'avoue que j'ai adoré toutes ces expériences. Je suis quelqu'un d'assez passionné. Donc qui va au bout des métiers, qui adore, qui est à fond dans son boulot. Chez Kiabi, ça a été, c'est là où j'ai appris le métier de chef de produit, qui est à dire comment répondre aux besoins clients. Comment, et ça m'a passionnée parce que c'est un métier qui est à la fois produit,
sur les matières, sur les couleurs, sur les associations. Mais c'est aussi un métier où il y a de la gestion, où il y a de la communication. Donc c'est un métier qui a plein de facettes. D'accord. Et que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a appris aussi donc ce challenge tout le temps permanent parce qu'une collection, ça dure 6 mois, même maintenant moins. Et chaque année, on efface tout et on remet tout. Métier, voilà. Donc c'est à chaque fois un nouveau challenge derrière. C'est aussi un métier qui est captivant parce qu'on travaille énormément en équipe. Qu'on est en relation avec à la fois le marketing propre, à la fois tout ce qui est com, la gestion, les achats. C'est un métier aussi où on voyage. Donc les voyages, c'est comme l'expérience aux États-Unis, c'est rencontrer aussi d'autres cultures. Alors même si dans le côté business, on découvre une partie du pays, mais il y a des pays, par exemple l'Inde est un pays captivant où les fournisseurs adorent faire découvrir le pays également. Alors c'est parfois difficile aussi parce que l'Inde, il y a des choses qui peuvent être choquantes quand on arrive, mais en tout cas c'est captivant. Donc ça m'a apporté énormément toute cette diversité, cette richesse, et puis aussi travailler tous ensemble, donc dans une équipe, c'est-à-dire que il y a un chef de produit, il y a un acheteur, il y a un gestionnaire, il y a une modéliste, et c'est ce travail commun qui va faire une belle collection derrière. D'accord. Et puis après, comment on la met en avant derrière. Et puis c'est vrai que par mon expérience, moi j'ai commencé purement dans le pur retail avec Kiabi. Après, je suis passée chez Fildar, qui était tout à fait une autre entreprise, qui avait un challenge derrière, qui était passé de l'entreprise de production de laine à la distribution. Donc, qui commençait à distribuer aussi du textile, dans ses magasins. Et donc là, elle avait le challenge de faire des collections. Au départ, elle était partie sur la laine, et là, de faire des collections entières. Avec par contre un énorme souci de la qualité. D'accord. Et également un souci du bien aller derrière. Et c'est vrai que la cible était une cible différente de celle de Kiabi, forcément, et une cible sur la femme plutôt 50 et plus, dont le corps commence à changer, et qui finalement, comment peut-on répondre à cette femme-là tout en restant moderne? D'accord. Parce qu'il y avait vraiment une volonté. Alors ça a été compliqué, ça, parce que Fildar était associé aux très vieux, voilà. Donc c'était de moderniser également l'image. Donc voilà. Après il y a eu Somewhere derrière qui était là c'était encore un autre challenge. C'était modernisé. Au début c'était Somewhere a été créé plutôt sportswear avec beaucoup de comment dire. Les clients étaient très attachés à la marque. Avec la marque Somewhere. Et là, c'était de la transformer, de la moderniser aussi, dans le cadre plutôt aller vers du casual wear et du casual wear moderne. Donc à chaque fois, dans toutes mes expériences, j'ai beaucoup aimé ces challenges. Et là, on a eu aussi une super équipe derrière. Et ça a été vraiment de moderniser et de passer aussi à tout ce qui était au début nouveau, qui maintenant paraît évident, c'est tout ce qu'on appelle le cross-canal, le trans-canal, en fait, etc. C'est-à-dire qu'au départ, Somewhere s'était développé sur la vente par correspondance, via Redoute, avait développé ses magasins, et il y avait Internet qui arrivait. Donc ça a été sur les 3 canaux derrière, et comment on fait évoluer les collections, et ça a changé toute la donne, comme ça a changé toute la donne dans tout le textile. Oui, c'est sûr. Voilà. Et là, c'était un peu au moment de ce tournant-là, qui je trouve était passionnant, parce que c'était là où on s'est dit, avec Internet, ça nous permet de faire de réconcilier, entre guillemets, la VAD d'un côté, qui était le catalogue tous les 6 mois, et le magasin où déjà les collections bougeaient. Et le web nous a permis, finalement, de faire de la distance, tout en de vendre à distance. Oui, en ayant des collections qui se renouvellent plus rapidement que le catalogue. Du coup. En ayant des collections qui se renouvellent, voilà, exactement. Et puis ensuite, je suis partie aussi chez Auchan. Donc au départ, Auchan e-commerce, parce que justement, c'était tout le côté pure player qui m'intéressait, parce que je l'avais un petit peu vu via Auchan, via Somewhere, mais finalement, je connaissais mal. Le pure player, etc. Et c'est vrai que là, ça a été... Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'à chaque fois, c'était dans des grands groupes, mais c'est des petites structures dans des grands groupes. Et c'est vrai que ces petites structures dans des grands groupes m'ont toujours passionnée parce que il y avait à côté, ça mixait à la fois le côté stratégique et le côté opérationnel. D'accord. Avec aussi, finalement, des décisions qu'on pouvait mettre rapidement
Oui, avec de l'agilité. Voilà, une certaine agilité et une certaine, quelque part, on participait énormément à ces réunions-là. Et c'est vrai que j'ai fini, entre guillemets, chez Auchan, le grand groupe. Et là, le poids du gros groupe m'a beaucoup plus pesé. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là. Enfin, qu'est-ce qui fait que, après ce passage-là, tu décides de te lancer? Alors, j'ai toujours été intéressée par la création d'entreprise. Avec mon mari, on s'était toujours dit, l'un de nous deux créera à 40 ans. Mon mari a créé déjà, mais ça me titillait toujours. Et c'est vrai qu'au Auchan, j'ai eu la possibilité, parce qu'après il y a le risque, surtout quand on a une famille, qu'on a déjà son mari entrepreneur, c'est toujours un gros risque et on se dit, bah voilà, est-ce que financièrement, etc., on aime bien un peu la sécurité du salariat, faut le dire aussi. Oui, c'est sûr. Et puis quelque part, j'ai perdu un peu du sens dans tout ce que je faisais. J'avais déjà fait un burn-out à l'issue de Somewhere, qui avait été compliqué. Et donc j'ai senti, et ce burn-out, bon, il y a de multiples raisons, mais une des raisons, c'est que je perdais le sens. C'était au moment où Somewhere allait être vendu, enfin voilà. Et je perdais du sens, et j'avais besoin de beaucoup de sens, et j'ai toujours eu besoin de sens dans ce que je faisais. Et chez Auchan, je perdais un peu ce sens-là, le côté un peu grosse société avec des décisions qui se prenaient pas rapidement, où il fallait vendre pendant, enfin voilà, on était plus à faire des PowerPoint et des sacs qu'à vraiment agir, me pesait de plus en plus. Oui, tu te reconnaissais pas finalement. Je me reconnaissais pas dans tout ça, et quelque part j'ai pu bénéficier, parce qu'il y a eu toute la restructuration de Auchan, d'un plan de sauvegarde de l'emploi. D'accord. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis partie en me disant, bah j'y vais, j'ai une idée, je vais créer. C'était pas l'idée initiale qui arrivait à Forestim. C'était déjà sur les seniors, mais c'était pas celle-là. Et puis au fur et à mesure, voilà, comment dire, le projet a bougé pour aboutir à Forestim, qui me correspond, qui me correspond parce que c'est à la fois le vêtement et finalement, j'ai toujours été attachée aux vêtements, mais qui me donne beaucoup plus de sens derrière. Et c'est vrai que parce que je sais pas, les seniors, voilà, j'ai eu plusieurs petites. Enfin, ça m'a toujours touchée, les seniors. Alors peut-être la première fois que ça m'a touchée, c'est avec mes grands-parents maternels. Mon grand-père était quelqu'un vraiment avec une forte personnalité. Ma grand-mère adorable, toujours très chic, élégante. Et puis, ils avaient eu 10 enfants, donc vraiment, voilà, une grande famille. Moi, j'ai tous mes souvenirs d'enfants. Ils habitaient Reims, donc on y allait pour les vacances, voilà. Enfin bref, des super souvenirs. Et puis, mes grands-parents ont dû passer en EHPAD, notamment à cause de ma grand-mère, parce que voilà, elle pouvait plus rester chez elle et on pouvait pas organiser des soins chez elle. Donc elle est passée en EHPAD et donc j'allais le voir de temps en temps sur Reims avec mon mari. Et je me souviendrai toujours d'une fois avec une discussion avec mon grand-père qui m'a vraiment touchée, où il m'a vraiment fait part de la difficulté du grand âge, et notamment le fait qu'on le considère comme un bébé. Et lui, qui avait encore toute sa tête sur l'infantilisation. L'infantilisation, ça l'a, en disant, et le fait que même s'il arrivait du mal à s'habiller, etc., qui était considéré comme un bébé et qu'il était plus pris en compte lui. En tant que personne. En tant que senior, en tant que personne ayant eu toute sa vie. Et c'est vrai que ça m'a touchée, alors c'était il y a très longtemps, c'était juste avant son décès, donc 2002. Donc c'était il y a longtemps, 2001-2002. Et voilà, donc il y a ça. Après, c'est vrai je parlais tout à l'heure de fil d'art, parce qu'en fait, fil d'art, le fait que le corps bouge et que le vêtement puisse aussi, quelque part, qu'on puisse toujours être élégant, être chic, tout en ayant son corps qui bouge, je trouve que finalement, on a peu d'offres qui y répondent. Non, c'est certain. Voilà. Et puis, la troisième chose qui m'a fait évoluer vers ça, c'est qu'en fait, lors de mon premier projet qui était auprès des seniors, j'ai eu la chance de rencontrer une connaissance qui est directrice d'un EHPAD et qui savait mon passé textile, entre guillemets, toute mon expérience professionnelle textile. Et puis je la questionnais sur mon premier projet et je lui demandant quels étaient les besoins des personnes dépendantes, qui perdaient leur dépendance, etc. Et elle m'a dit, tiens, toi qui es dans le textile, il y a vraiment un manque de vêtements qui soient faciles à enfiler, donc pour les équipes, mais qui restent chic et élégants. Et elle me parlait de la problématique des familles et aussi des seniors, qui se retrouvent où finalement les équipes
ne peuvent plus les habiller normalement avec les habits classiques parce que c'est difficile à enfiler. Ça peut faire souffrir la personne. Pour eux, c'est long. Mais d'un autre côté, ils n'avaient rien d'autre à proposer, ou sinon des vêtements, voilà. Il n'y avait pas d'alternative. D'alternative, grosso modo, entre sinon se retrouver en jogging. Enfin, je caricature, mais un petit peu ça. Donc, il y a des choses, mais qui font peut-être plus vieillottes, etc. Et donc, voilà, elle m'en a parlé. Et puis, bon, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai continué à travailler mon premier projet. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que le premier projet était trop compliqué. Voilà, j'arrivais du mal à le cerner. Et finalement, j'ai switché d'un seul coup sur ce projet-là, et ça a été très simple à écrire, le projet tel que je le voyais, et finalement ça m'a énormément parlé, et voilà, et en me disant si, il y a quelque chose à faire pour les seniors, pour qu'ils puissent garder leur dignité, leur estime d'eux-mêmes, tout en ayant le plaisir de s'habiller via les vêtements. Donc voilà un petit peu comment est arrivé ce projet. Et du coup, j'avais vu aussi que donc toi, t'as ton passé textile, donc c'est vrai que tu sais, voilà, la partie achat, la partie confection, qui avait un accent qui était vraiment mis sur le Made in France, sur tes vêtements. Toi, tout à fait. C'est un point qui est important. C'est important parce que comment dire, ça redonne du sens aussi. Si on peut essayer de faire que le textile reste en France, c'est très bien. Alors c'est pas simple. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas simple. Même si quelque part, c'est un bon point du confinement et du Covid, c'est que ça fait bouger les lignes en ce moment. Donc je trouve que c'est très bien, mais c'est pas simple parce que il faut trouver les ateliers, et puis c'est en termes de coûts également. Où je sais que moi j'ai beaucoup de remarques aussi par rapport au prix de mes articles. Donc parce que je veux des choses de qualité, et comme c'est fait en France, forcément tout de suite ça a un prix. Mais pour moi c'est plus durable également. Et puis si on peut permettre de redonner l'économie, de remettre de l'économie, et puis même, et aller encore un peu plus loin, mais ça je peux pas le faire sur toutes les pièces, c'est aussi faire de l'insertion. Oui, il y a des Donc voilà, ateliers, il y a un atelier d'insertion avec qui je travaille sur Calais, et on se dit tant mieux si on peut aussi en plus aider à remettre les gens au boulot, ça donne du sens dans tout ce que l'on fait. Et voilà, donc c'est un peu, moi l'idée c'est de lier l'élégance, l'innovation avec les aimants, et puis le Made in France derrière, quoi. Voilà. En faisant d'autant plus que quelque part, donc moi j'espère après pouvoir écraser mes coûts, entre guillemets, parce que pour l'instant, forcément, je fais très peu de volume, que je développe mes produits. Mais mes produits, je vais pas faire, c'est plutôt une collection d'intemporels, ce qu'on appelle. Donc, c'est plutôt, moi, une fois que les modèles sont mis au point, je vais pas remettre une poche juste pour le petit détail de la poche à changer ou pas. Tu proposes, j'avais vu une chemise, par exemple, pour les personnes qui peuvent encore s'habiller elles-mêmes, une chemise blanche, il y a la même version en bleu. Bon, c'est pas des choses qui se démodent. Les pantalons en bleu marine ou en noir, c'est la même chose. Ça reste des choses des classiques, quoi, qu'on met. C'est exactement ça. C'est juste les modèles sont mis au point, et ensuite c'est de pouvoir à partir de là changer juste les tissus, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là où une fois que mon modèle sera mis au point, maintenant ils sont mis au point au fur et à mesure, mais après c'est de pouvoir, une fois que les volumes augmentent, c'est là où je vais pouvoir après négocier plus mes prix derrière. Mais sachant que la France sera toujours beaucoup plus cher que l'étranger, mais ça donne du sens. Alors après, il y aura une question que je devrais me poser, parce que vu ce que j'entends par rapport à des remarques sur des posts que j'ai pu faire, etc., et ça sera dans ma réflexion, c'est pour les seniors qui sont de CSP un peu moindres, etc., qui ont des petites retraites, qu'est-ce qu'on peut leur proposer et comment le faire. Voilà, là j'ai pas encore la réponse. Oui, parce que c'est quand même aussi les débuts. C'est les débuts, et comme c'est vrai que pour l'instant je fais en France, je fais plutôt là à la demande, je m'ajuste aussi. Donc voilà. Mais après, ça sera la réflexion, c'est de se dire, pour ceux qui ont moins de moyens, comment je peux y répondre à ce besoin-là, parce qu'il existe. Oui, donc voilà. Mais bon, j'ai préféré pour l'instant développer sur cette partie-là en privilégiant avant tout la France. Voilà. Et du coup, comment tu gères cette partie aussi, la création de ton entreprise? Donc là, on enregistre dans les locaux du CETI où tu as un bureau. Voilà, Ura Materials. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans cet incubateur? Enfin, comment ça t'a aidé aussi au lancement de Forestime? Alors l'incubateur, à l'époque c'était Inotex, encore un autre incubateur, là c'est un petit changement, mais ça m'a beaucoup aidé. Alors je pense d'une part je trouve on a la chance d'être dans le Nord, parce que il y a beaucoup d'organismes qui aident.
que ça soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue des incubateurs. Et je trouve que c'est une grande chance que l'on a, parce que ça pousse à la création. Donc pour tous ceux qui écoutent et qui se disent peut-être j'ai envie de créer, bah oui, on est bien accompagné dans le Nord et c'est une chance. Et donc un incubateur pour moi c'était essentiel dans le sens un accompagnement à travers des ateliers, un accompagnement à travers un chargé d'affaires qui nous suit, et surtout un accompagnement à travers les autres entreprises qui sont qui ont déjà créé, qui ont 1 an ou 2 ans de plus que nous, ou soit qui sont en création comme nous, ou peut-être à un autre stade. Et je trouve que c'est tout cet échange-là qui est toujours riche. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler mon projet chez moi, mais on se sent vite seul. Oui, ce que j'allais dire, la solitude de l'entrepreneur, c'est quand même un point qui revient. C'est vraiment très compliqué et on va manquer de recul, etc. Que cette expérience, le fait d'aller en incubateur peut énormément aider. Alors c'est vrai que moi, au départ, ce que j'ai fait, parce que j'avais peur de ce manque de recul, parce que je me connais un petit peu aussi, donc voilà. Et donc, j'ai mis en place un mini conseil entre guillemets d'accompagnement, avec des relations qui m'ont aidé dans le premier projet, qui m'ont aidé aussi à virer d'un projet à l'autre, qui m'ont suivi, qui m'ont fait le côté miroir. Donc je les recevais tous les mois, ou dans les mois, je crois que j'ai jamais réussi à suivre, mais toutes les 6 semaines à peu près, avec différents profils. Et l'idée, c'était à la maison, mais on fait un repas, c'est juste mais c'est surtout la réunion où on grignote en même temps. Donc il y a le côté convivial, mais surtout le côté derrière de leur dire où j'en suis, d'avoir un petit peu leur avis. Et ce qui m'a vraiment amené à me poser des bonnes questions, ça m'a aidé. Et puis là maintenant j'en suis après l'étape incubateur. Donc là moi je suis incubée ici depuis un peu plus d'1 an. C'était mai l'année dernière. Et j'ai créé en décembre. Et je trouve ça d'une richesse énorme parce que c'est comme il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. C'est sûr. Et c'est sûr que quand on est entrepreneur, on est tout seul. Et donc là, il faut savoir comment trouver les autres idées ailleurs, parce que sinon, on n'en a pas plus. Ouais, c'est vrai que dans les moments où, quand on a parfois des moments un peu difficiles, où on doute, où on se remet en question, le fait d'être accompagné, d'avoir d'autres personnes autour de soi, ça permet aussi de trouver des pistes, des solutions, de ne pas rester soi-même dans ce moment un peu compliqué. Tout à fait. Et de le dépasser au final. Et oui, exactement, de se dire et c'est vrai qu'on est très solidaires les uns des autres. En fait, comme on est ici à Tourcoing, on mange très souvent le midi ensemble ici, Et donc, conclusion, à chaque fois, ce sont très souvent les sujets de, c'est quoi ta difficulté en ce moment, ou naturellement quelque part on en parle en disant et puis le fait de voir parfois l'autre a déjà connu le problème ou va nous le faire voir d'une manière différente, ce qui va nous permettre de le solutionner derrière, quoi. Et puis du coup d'avancer un peu plus vite que si on était tout seul. Exactement. Après, j'ai été aidée aussi dans le projet et c'est qu'en fait j'ai mis en place des comités de co-design entre guillemets, parce que certes je connaissais le textile, mais moi les seniors je ne les connaissais pas. Je ne savais pas quels étaient leurs besoins, je ne savais pas quels étaient quels étaient leurs besoins, ce qu'ils recherchaient, etc. Les soignants aussi, comment ça se passait en EHPAD ou résidence senior. Donc c'est vrai que j'ai mis des ateliers de co-design entre guillemets en place. Alors d'une part avec les soignants. Donc là j'ai eu la chance d'être accompagnée par l'EHPAD Les Orchidées de Lannoy, avec sa directrice Delphine Desrousseaux. Et qui a vraiment adhéré au projet et qui m'a permis comme ça de rencontrer, de faire un petit atelier avec l'équipe soignante, ce qui m'a énormément aidée, parce que moi au départ, j'allais faire l'ouverture sous le bras, mais non, c'est pas pratique, parce que quand on habille quelqu'un, un senior peut rarement lever les bras. Oui. En tout cas, c'est plus difficile pour eux. D'accord, dans le dos. D'où derrière, et puis derrière, pourquoi c'est derrière? Parce que justement, c'est pour ça, mais au début, on se dit, on va le mettre derrière au milieu, c'est plus simple au niveau de la mise au point du produit, etc. Mais non, parce que sinon, dans les points de pression, souvent, ce sont des personnes qui passent beaucoup de temps assises, et il y a les points de pression, dans ces cas-là, sur la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'il y a ce décalage dans le dos. Voilà, donc c'est tout ça un petit peu comme ça que j'ai découvert, et elles m'ont énormément aidée dessus. J'ai fait aussi un atelier avec les seniors, les résidents de l'EHPAD.
eux-mêmes. J'ai aussi fait un atelier. Alors, il y avait, je pense aux soignants, mais il y avait aussi une équipe, alors c'était plus à distance, de maisons de famille à Paris, pour aussi comprendre les besoins. J'ai fait aussi avec des réunions avec des aides à domicile pour comprendre. Et puis, j'ai rencontré aussi des familles de seniors pour comprendre, et des seniors eux-mêmes, bien entendu, mais voilà, pour comprendre quels étaient les besoins, comment se retrouvaient-ils, quelles étaient leurs contraintes, parce qu'il y a beaucoup aussi d'enfants qui achètent pour leurs parents, qui se retrouvent d'un seul coup en se disant, bah voilà, son papa, sa maman perd sa dépendance, son indépendance devient dépendant. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, où j'achète, et toutes ces difficultés là, quoi. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que moi, dans le projet, j'avais mes 2 canaux de distribution que je souhaitais, c'est-à-dire à la fois le site internet et puis d'autre part les ventes en EHPAD directement. Parce que pour moi, dans le projet, l'idée, c'était aussi de faire revenir le plaisir du shopping directement dans l'EHPAD ou la résidence senior. Et puis qu'ils puissent essayer, toucher. Exactement, etc. essayer, toucher, etc. Donc ça, c'était dans le projet dès le départ. Et puis sur ce, en discutant avec d'autres du projet, j'ai entendu parler d'une personne. On m'a dit, elle a la même projet que toi. Donc on s'est contactés toutes les deux. Elle a entendu parler de moi aussi, donc on s'est contactés. Donc c'est Nathalie du comptoir de l'Hirondelle. Et puis en fait, finalement, on s'est rendu compte que nos projets n'étaient pas du tout concurrents, mais au contraire très complémentaires, puisqu'elle mettait en place des pop-up entre guillemets. Des pop-up stores en EHPAD. D'accord. Donc l'idée c'était d'arriver avec sa grande malle et de vendre, voilà. Donc elle avait notamment, c'est une ancienne de chez Damar, donc volonté voilà, elle avait du Damar, après du Daxon, proposer différentes marques. Et l'idée aussi c'était de pouvoir proposer une marque qui soit vraiment adaptée, parce que Damar et Daxon sont plutôt connotés seniors, mais non pas des vêtements entre guillemets adaptés pour être faciles à enfiler et à fermer. Donc là c'était aussi l'idée de proposer derrière un complément. Donc c'est vrai que moi quand j'ai fait les premières ventes avec elle en décembre, quand j'ai lancé la société très rapidement, parce que j'avais une volonté aussi de rencontrer le client, parce qu'au départ, voilà, il faut rencontrer son client pour voir un peu la réaction, etc. Et puis malheureusement avec tout le confinement, ça s'est vite arrêté. Donc ça a été assez difficile. Et puis là on essayait elle reprenait ses ventes et malheureusement ça referme derrière, quoi. Donc toute la problématique de comment les seniors se retrouvent un petit peu derrière. Et donc conclusion, moi je dois revoir mon projet, mon entreprise, ma stratégie, pour comment leur faire découvrir les modèles dans les EHPAD. Voilà, comment me faire connaître. Malheureusement, ils pourront pas toucher, mais comment peut-on faire autrement? Voilà un petit peu. C'est un canal de distribution dédié sans qu'il y ait personne d'extérieur qui doit intervenir, quoi. Exactement. Et comment se faire connaître aussi dans les EHPAD. Donc voilà. Donc heureusement j'ai mon site. Donc ça c'est bien parce que je peux vendre directement par le site. Mais d'un autre côté, voilà. On va revenir au catalogue. Exactement. Donc je reviens avec un petit flyer que je suis en train de proposer pour qu'au moins les directeurs d'EHPAD puissent les connaître, parce que c'est souvent eux qui sont un petit peu, qui font découvrir quand ils se retrouvent avec les familles, à leur dire il faut que vous mettiez, qui peuvent être un petit peu prescripteurs entre guillemets, promoteurs, c'est plus le terme en effet, promoteur, et donc de faire connaître la marque. Donc voilà, c'est un peu tout le challenge de quand on se retrouve entrepreneur et qu'on vient de créer sa société et qu'il y a le confinement qui arrive sur une cible avec une cible qui est en plus à risque. Avec une cible qui est à risque, j'avoue que ça a été compliqué parce que même la communication, on se dit non, je peux plus communiquer. Moi en plus, comme je venais de créer, tout n'était pas prêt, etc. J'avais pas encore fait de shooting. Je voulais faire un beau shooting pour mettre en avant mes produits sur des seniors. Le shooting devait être prévu le 27 mars. Donc forcément, ça n'a pas pu se faire. Et voilà, donc ça m'a retardé tout mon projet de 6 mois. Mais voilà, c'est la vie de l'entrepreneuriat et on dérive, mais après, voilà. Faut garder son cap quand même. Voilà, exactement. Faut garder son cap. Je parlais plus de la dérive dans notre discussion. Oui, non, mais même. Mais voilà, mais en tout cas sur l'entrepreneuriat et c'est vrai que même si c'est compliqué, je trouve ça très challengeant tous les jours et tellement riche et tellement plein de sens. Et on parlait aussi de l'aspect financier. Oui. Toi, comment
je pense que du coup, avec t'as dû avoir un package quand tu es parti de chez Auchan. Mais après, comment tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as été chercher des financements? Comment ça marche cette partie-là? Parce que toi, forcément, tu dois faire fabriquer. Donc, il y a quand même une notion de trésorerie, j'imagine. Tout à fait. Il y a une notion de trésorerie. Donc moi, c'est vrai que j'ai trouvé que les financements, finalement, c'était beaucoup plus facile que prévu. Ou alors je suis accompagnée. En fait, il y a plein d'organismes et dans le Nord, on est très aidés. C'est ce que je voulais te dire. Donc, je suis déjà accompagnée par Initiative Lille Métropole Nord pour un prêt d'honneur. Oui. Et ensuite, j'ai été accompagnée à la fois par Nord Actif pour un prêt participatif et solidaire, un prêt solidaire derrière, et pour l'autre moitié par le CIC. D'accord. Où j'ai eu vraiment une directrice de banque qui a cru au projet et qui m'a vraiment bien accompagnée sur le sujet également. Derrière et le prêt est garanti aussi par Nordactif. D'accord. Donc voilà, donc beaucoup d'aide et je suis également accompagnée donc là en capital par les Cigales. Ah oui, ça c'est super, les cigales. Voilà, exactement, j'ai cette chance-là. Donc vraiment, je trouve que c'est alors c'est une étape qui est très intéressante parce que il faut vendre son projet, il faut se vendre soi aussi, voire expliquer voilà pourquoi on en arrive là. Mais c'est bien parce que ça permet aussi de se poser les bonnes questions soi-même. Donc je trouve que toute cette chose-là nous aide énormément. Et pour ceux qui connaissent pas le principe des cigales, alors moi c'est vrai que j'ai ma maman et son compagnon qui font partie d'une cigale, qui ont fait partie d'une cigale en tout cas. En fait du coup c'est des particuliers qui mettent en fait de leur propre argent pour accompagner des projets. Donc il faut leur présenter en fait, ils sélectionnent des projets, il y a des réunions de présentation et après selon les moyens de la cigale ils vont allouer des sommes. Tout à fait. Voilà, et puis selon les besoins du projet. Voilà. Alors c'est pas des grosses sommes, mais je trouve que de mettre un associé dans son entreprise, voilà, ça permet aussi de dire je vais lui rendre des comptes également. Je suis accompagnée, donc c'est à double. Voilà, eux ils veulent faire réussir l'entreprise également, et je trouve ça intéressant dans toute leur voilà, comme tu dis, c'est des particuliers qui mettent leur argent derrière. C'est plutôt sur des projets d'économie sociale et solidaire. Oui, porteur de sens. Exactement, porteur de sens. Donc voilà, et qui nous challenge. Là, hier, j'avais justement un rendez-vous téléphonique avec la personne qui m'accompagne des cigales, qui me demandait un petit peu comment ça allait, voilà, comment je vis le truc, quelles étaient mes stratégies, etc. Donc, et c'est bien d'avoir ce regard extérieur aussi. Donc voilà, elle est allée voir le site, puisque là, comme j'avais fait, ça y est, j'ai fait enfin mon shooting, j'ai pu changer le site, j'ai pu faire les photos que je voulais, etc. Derrière. Et voilà, donc de me dire aussi ce qu'elle pensait, et je trouve que ce regard extérieur est toujours super intéressant. Et dans les financements, j'ai oublié d'en parler un aussi, qui est le Fonds régional d'incubation du HDFID. Donc c'est Hauts-de-France Développement Innovation. D'accord. Donc il y a un fonds régional innovation qui permet donc de financer toute la partie mise au point des produits. D'accord. Voilà, donc ça m'a permis aussi d'avancer sur la mise au point des produits derrière. Et justement pour éviter des problèmes de trésorerie au départ. Alors c'est vrai que moi en plus avec le confinement, entre guillemets la seule chance que j'ai eue, c'est que quand le confinement est arrivé, je n'avais pas encore lancé de production réelle. Oui, donc j'avais pas de problème de trésorerie là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt, ayant travaillé dans le textile, je suis plutôt très prudente et je préfère faire plutôt une démarche où je suis plutôt entre guillemets à la demande. C'est pour ça que ma livraison est sous 3 semaines, parce que je n'ai pas envie de créer des surstocks, parce que je trouve ça déjà c'est pas bon pour la planète. Exactement. C'est pas bon du tout pour la planète. Et donc, à un moment donné, et plutôt de faire au fur et à mesure, donc de voir quels sont les modèles qui plaisent, dans quelle taille, etc. Parce qu'en fait, c'est aussi ça mon questionnement. Je me suis dit, voilà, en textile classique, on a une courbe de taille, on a plutôt la taille moyenne 40-42. Là, pour les seniors, il y a à la fois des toutes fines, et puis il y en a qui ont, voilà, donc je vais du 38 au 48, parce que j'essaie d'aller sur toutes les tailles. Je fais pas encore des plus grandes tailles, on me l'a demandé, mais ça sera dans un second temps. Mais voilà, et je sais pas quelles sont les tailles. Et en fait, finalement, je me rends compte pour l'instant que j'ai une courbe de taille, il y a toutes les tailles. D'accord. Et c'est vrai que ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est des vêtements, peut-être que c'est des vêtements aussi qui sont mis au point sur des seniors. Oui. Et ça change la mise au point des
voilà, la mise au point des articles. Alors, je les mets au point notamment sur ma maman, donc voilà, qui a 80 ans. Qui est le cobaye. Voilà, qui est mon mannequin de mise au point, et que je remercie, j'en profite. Mais voilà, parce qu'en fait, le corps est différent d'un corps de senior. Et donc, pour moi, la volonté, c'était de mettre au point les vêtements sur un corps de senior qui est différent parce que la taille est plus large, parce que les épaules sont un peu plus basses, parce que des seniors sont un peu plus voûtés. Alors, il y en a des plus ou moins voûtés, entre guillemets, mais voilà, c'est la réalité du corps. Et quelque part, parce que aussi, ce qui m'a toujours frappé, c'est comment on fait des vêtements pour bébés, on fait des vêtements pour enfants, on fait des vêtements pour adultes. On ne fait pas des vêtements pour le corps. Et notre corps change tout au long de ces étapes. Tout à fait. Et là, c'est comme si on mettait un vêtement d'enfant sur un bébé. Il n'est pas à l'aise. Il peut pas faire, voilà. Donc là, l'idée, c'est aussi de faire un vêtement qui aille pour aussi, quelque part, entre guillemets, ce 3e âge ou 4e âge. Enfin, on parle plutôt du 4e âge maintenant. Mais voilà, avec un corps qui a changé et que ça soit adapté au fait que on va pas de dextérité avec ses mains. Où on va avoir besoin d'aide pour être habillé. Oui, tout à fait. Et il y avait aussi, j'avais vu, donc on peut parler aussi de la partie surblouse pour les soignants, parce que ça qu'il y a eu pas mal de relais, notamment pendant le confinement, puisqu'il y avait des problèmes de stock au niveau des blouses tout et tout à ça. fait. Pour toi, comme c'était pas forcément le produit initial de Foresteam, comment ça t'est venu, et comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé. Alors, justement, ça s'est passé, en fait, confinement. Moi, j'étais au tout démarrage de mon projet. Voilà, ce que j'expliquais, ça a été très difficile, cette période-là de confinement. Je me suis dit, mince. Et je ne voyais pas comment parler aux seniors. Je me sentais complètement décalée. Et donc, je ne voyais pas comment leur parler. Donc, bref, je me suis sentie un peu difficile. Enfin, voilà, ça a été difficile. Donc, au début, je me suis dit, je vais faire du bénévolat, j'avais besoin d'aider de faire quelque chose, quoi. Et donc au début j'ai travaillé un petit peu pour quelqu'un qui faisait des masques, voilà. Et puis sur j'ai vu que Nathalie a eu la très bonne idée. En fait, elle a eu une demande à un moment avec les surblouses d'un EHPAD pour avoir des surblouses, en lui demandant, tu sais pas où tu pourrais trouver du tissu pour des surblouses ou autre. Et donc elle a eu d'un seul coup l'idée de se dire, mais on peut en faire à partir de draps. Donc voilà, donc elle a commencé à se dire, je vais faire de la collecte de draps. Et c'est comme ça que quand j'ai vu ça, je l'ai contactée, je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Elle me dit, ah oui, vas-y. Toi, voilà, comme on est un peu assez complémentaires, elle est plutôt marketing, moi plutôt sur le produit. Et donc on s'est dit, on va collecter. On a cherché ensemble des réseaux de couturières, parce que de toute façon tous les ateliers, on a cherché aussi des ateliers, mais c'était compliqué parce qu'ils étaient tous pris par les masques, etc. Donc on a fait, et là au départ sur du bénévolat. C'était vraiment, comment répondre au mieux. Donc, on a collecté des draps. Les gens étaient fantastiques. Des entreprises nous ont aussi donné des draps. Et voilà. Et comment on a fait? Donc, on a pu répondre au départ comme ça. Mais sauf que là, on est arrivé à la fin du confinement et on s'est rendu compte que là, le bénévolat, ça avait aussi ses limites. Et qu'à un moment donné, les couturières passaient énormément de temps là-dessus. Et puis que là, elles allaient reprendre leur travail. Donc on s'est dit, si on veut continuer, et qu'il y avait quand même une demande derrière pour les professionnels les professions libérales de santé, dans les EHPAD pour toutes les personnes extérieures qui venaient, voilà. Donc c'est là où on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de créer quelque chose, une offre supplémentaire? Et donc c'est ce que l'on a fait en créant, voilà. Donc on avait 2 gammes au départ, une gamme qui était faite avec des blouses qui avaient eu une première vie. Enfin, avec des draps qui avaient une première vie, et une autre, des blouses qui étaient faites à partir de stock de draps d'invendus. D'accord. Voilà. Et je suis plutôt restée sur cette partie-là. Ok. D'aller valoriser des voilà, pour valoriser des stocks. Et donc, ça reste une activité complémentaire. C'est vrai que là, je vois après les vacances, c'est remonté un petit peu, voilà, parce que, et l'idée, c'est de faire, moi, ce que j'aime bien dans ce produit-là, c'est de se dire, voilà, j'ai pas une blouse, parce que par exemple, beaucoup de médecins, de kinés, d'orthophonistes, etc., d'habitude ne mettaient pas de blouse. Et là, ils se retrouvent avec une blouse, mais bien souvent qui est, alors soit jetable, donc merci, voilà, la planète, ou soit qui est toute unie, voilà. Et là, l'idée, c'est de se dire, j'en choisis une qui me correspond, ou j'en choisis plusieurs, ou j'ai envie de changer. Voilà, une fois j'en prends une un peu le style marin, l'autre je prends le style bohème, et l'autre j'ai envie de faire un peu de fleurs, c'est gai, c'est le printemps, je mets des fleurs, et d'avoir une blouse qui se correspond plutôt à son style. Voilà, se garder, rester soi, et puis quelque part qui amène, j'ai eu un commentaire comme ça d'une cliente sur le site qui disait, les enfants ils adorent parce que c'est gai.
Ouais, Voilà. j'allais dire, voilà, une orthophoniste, c'est quand même plus sympa, voilà, d'avoir une Exactement. blouse colorée. Donc voilà, et c'est des blouses made in France. D'accord. Voilà. Faites également par des couturières ici, dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Ok. Donc voilà, donc c'est une activité que je continue comme ça, mais c'est vrai que maintenant je me suis vraiment reconcentrée sur sur l'activité principale de Forestime, qui est quand même de faire des vêtements qui soient modernes, élégants et faciles à enfiler pour les seniors. Donc voilà, vraiment une volonté de ça. Donc j'ai fait ce fameux shooting et maintenant je commence vraiment la communication avec maintenant la volonté de se faire connaître auprès à la fois des seniors qui sont chez eux, de leur famille, et puis également auprès des seniors qui sont en EHPAD ou en résidence senior, quoi. Oui. Avec toute la difficulté à l'heure actuelle de la solitude pour les seniors, on en a parlé très brièvement juste avant de commencer l'entretien. commencer l'entretien, mais qui est, je trouve, très compliqué à l'heure actuelle, quoi. Oui, non, c'est sûr. Qui me touche beaucoup. Et puis après, je me dis, tu vois, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, ça peut être aussi l'occasion de faire un chouette cadeau à Tout ses à fait. grands-parents. Exactement. Quelque chose qui soit vraiment pensé pour eux, enfin voilà, où ils vont se sentir bien et valorisés aussi, puisque ce qu'on disait aussi pendant l'entretien et même avant, sur l'infantilisation des seniors, ben voilà, au moins avec un produit qui est conçu pour eux, ça change aussi un peu la donne, je pense. Voilà, qui est conçu pour eux. Qui leur permet d'être encore, de pas changer de style de vêtements, de rester eux-mêmes. En fait, c'est quelque part pouvoir rester soi, tel que l'on est, avec son corps qui évolue, mais tel que l'on est, et de se sentir toujours élégant, d'avoir toujours l'estime de soi. Ouais, c'est essentiel. C'est vrai que, tu vois, j'ai développé aussi un produit au départ qui est, parce que ça m'a beaucoup choqué, c'est le bavoir. Oui. Oui, je les ai vus. Et ça m'a, donc c'est pour ça la volonté d'avoir un vêtement qui puisse que quand on a de la famille qui arrive, quand on est même tous, vis-à-vis des autres, on a un foulard, on a une serviette de table qui fait foulard et qui fait office de bavoir, mais on a plus l'impression d'avoir un foulard que un bavoir. Voilà. Parce que je pense que vis-à-vis de ses enfants, ses petits-enfants, on a envie d'être toujours bien élégant. Exactement. Oui, tout à fait, c'est hyper important. Là, ça me fait penser, j'ai écouté il y a quelques semaines, je crois que c'était Laure Adler qui était interviewée par rapport à son livre sur la vieillesse. Je crois que c'était sur les midis de France Culture, quelque chose comme ça. Et je trouvais son propos très intéressant sur la façon dont on considère nos seniors dans la société actuelle. La façon dont ils ont été considérés aussi pendant cette période de confinement. Tout à fait. Et je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Alors je pense que ça bouge. Le confinement, ça a été très difficile. Et puis je trouve que c'est paradoxal. Enfin, on est tiraillés entre les deux, entre la sécurité de nos seniors, de nos parents et de nos grands-parents, et leur solitude. Donc, quelle est la meilleure décision? C'est très compliqué. Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par contre, ça a peut-être mis plus en avant, parce que c'est vrai qu'avant, on avait une image des EHPAD très négative. Et là, je pense que ça l'a peut-être plus montré aussi que, moi, quand je vais dans des EHPAD, je suis toujours, il y a vraiment beaucoup de magnifique attention de tout le personnel des EHPAD, de toutes les équipes qui travaillent dans les EHPAD pour leurs résidents. Et c'est vrai qu'il y a quelques extrémités dont on entend plus. Mais peut-être que pendant le confinement, on a montré aussi ce dévouement. Oui, pour les résidents. Pour les résidents également. Mais c'est vrai que derrière, il y a quand même toute la question de l'accompagnement de cette dernière étape de la vie. Et que pour l'instant, on l'écarte complètement. On veut pas la voir. Oui, c'est vrai que c'est... On veut pas la voir. La vieillesse, c'est un naufrage. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. On se dit, bon... Et puis, on écarte beaucoup. Alors, on écarte beaucoup de choses. Par contre, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et je pense qu'il y a plein de petites lumières qui font que je pense que, je serai déjà une génération, je pense que ça sera plus facile. Et ainsi de suite. Parce que par exemple, les échanges intergénérationnels, les résidences intergénérationnelles,
Oui, ça marche très très bien avec les crèches, dans une Voilà, maison ou de même seniors. des seniors qui veulent rester chez eux et qui vont, comment dire, qui vont prendre des étudiants chez eux. Oui, oui, j'ai Voilà. vu ça. Je veux justement, j'aimerais faire, alors il faut que je prenne le temps de faire un article de blog dessus, parce que je trouve que c'est super ces relations-là. Moi, je vois même avec voilà mes grands et ma maman qui est veuve depuis 6 ans, qui vont la voir régulièrement. Et c'est des moments d'échange super. Entre eux, ils y vont ils vont. Alors eux, ils sont ravis. Elle les accueille pour manger. Donc, en tant qu'étudiants ou jeunes, comment dire. Maintenant, ils sont dans leur métier, mais voilà, ils mangent super bien, etc. Mais ils vont leur apporter aussi son aide pour les trucs informatiques ou pour le bricolage pour l'un. Et puis, ils vont parler de plein de choses que finalement, nous, on leur a peut-être jamais parlé, etc. Et ces mélanges-là sont tellement riches. Voilà, et ça va dans les deux sens. Oui. Et donc, c'est tous ces mélanges-là, c'est tout ça, comment peut-on faire pour que ça soit vraiment plus inclusif par rapport aux seniors, quoi. Oui, qu'ils soient vraiment pris en compte, quoi. Qu'ils soient pris en compte et qu'il puisse cette coupure, cette mise à l'écart. Voilà, alors après, il y a des choses qui commencent à se penser en se disant, des EHPAD pour qu'ils puissent avoir un service en plus quelque part à domicile, aussi pour que comme ça, il y ait des seniors qui puissent rester chez eux. Mais d'un autre côté, rester chez eux s'ils restent seuls, c'est pas bien non plus. Donc, comment peut y avoir des activités pour qu'ils soient ensemble aussi? Donc, voilà, c'est tout ce questionnement. Enfin, je trouve que toute la réflexion n'est vraiment pas simple. Mais il y a pas mal de choses qui bougent. Donc, j'espère je suis sûre que ça va, voilà, que ça va s'étendre, ça va s'aider. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, quoi. Je te remercie beaucoup, Caroline. Et je vois Merci que le temps passe. Alors, je vais te poser les quelques questions rituelles du podcast. Donc, ce podcast s'appelle La Boussole. Et la boussole, donc, ça indique le nord. Et donc, une direction, un message. Si tu avais un message que tu voulais faire passer, ça serait quoi? Ouais, on vient d'en parler. Oui. L'inclusion. Oui. Pour moi, ça me touche énormément. Je pense que c'est de se dire, voilà, comment peut-on faire que les seniors soient pris en compte dans notre société. Et je dirais même plutôt aussi parce que quelque part, je pense qu'il est même dans la vie professionnelle. J'ai un peu plus de 50 ans et quelque part, je l'ai senti au fur et à mesure où on est considéré comme senior à partir de 45 ans, faut le savoir. Et on se dit alors qu'on n'est qu'à la moitié, de sa vie professionnelle, et on se sent de plus en plus, voilà. Et le plus, alors encore, moi ça allait, je sais pas, mais des personnes qui ont dès qu'on passe 58 ans, 55, 58 ans, comment faire que les seniors soient pris en compte dans la vie professionnelle, parce que justement, on disait intergénérationnel, c'est canon. Ils ont une connaissance, ils ont, voilà. Et quelque part, de pouvoir, l'âge de la retraite on est obligé de la reculer. Enfin, on sait que c'est de plus en plus. Donc, de toute façon, on vit plus longtemps, donc à un moment, il y a voilà. Donc, à un moment donné, mais si on le fait, comment bien le faire pour que, ça soit, que dans les entreprises, ça se passe bien. Et après, quelque part, c'est tout cet âge-là pour accompagner que ça se fasse en douceur jusque le grand âge et jusque notre décès, pour que ça soit le plus fluide possible et qu'il n'y ait pas une coupure de génération et que les grands seniors, parce que là on parle des grands seniors, ne sont pas exclus de la société complètement. Donc comment peut-on rendre ça inclusif? Donc c'est ce sens-là. Est-ce que tu as des rituels dans ta semaine, même un peu plus large, des moments que tu affectionnes particulièrement, auxquels tu n'as pas envie de renoncer, ou qui te font du bien, tout simplement? Alors je sais que depuis, c'est important de se prendre des moments pour soi. Oui. Donc ça me tient à cœur. Donc j'ai toujours eu, alors ça je l'ai quand même eu depuis mon premier moment, quelque part c'est mon petit déjeuner qui est un petit déjeuner soit familial, mais en tout cas prendre le temps de bien petit déjeuner. Donc et là je pense que je mets de plus en plus de choses, l'œuf, le muesli, voilà, pour se faire plaisir. Et là c'est vrai que depuis le confinement, j'ai eu en plus un autre rituel, c'était le petit spa avant. Comme le confinement il faisait beau, on a acheté un spa portable là, les trucs c'est moche mais bon, c'est plastique mais c'est pratique. Et en fait, je me suis habituée tous les matins à faire mon spa. Et c'est un moment juste de détente. Alors là je regrette avec la pluie, mais mais c'est des rituels où je trouve que c'est de prendre du temps, un petit temps pour soi,
de sa journée, de réflexion, voilà. Parce qu'on est vite pris après. Enfin, moi, je suis vite après happée happée et j'y vais à fond. Donc voilà. Donc ce petit temps me permet de voir ma journée ou de passer un bon moment convivial en famille. Ou sinon, si je suis seule à petit déjeuner, dans ces cas-là, mon petit temps, prendre le temps de peut-être pas tout de suite à courir. Et alors moi, je suis une grande lectrice. Est-ce que tu aurais un livre à me recommander? Oui. J'ai un livre que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai relu une seconde fois, qui m'avait plu. C'est Le vieux qui lisait des romans d'amour, de Luis Sepúlveda. Oui. Voilà. Et c'est à la fois il y a des moments très drôles, des moments, et beaucoup de sens derrière. Donc, et c'est amusant parce que c'est l'histoire d'un vieux, le vieux qui lisait des romans d'amour, mais qui montre aussi une certaine sagesse, qui a beaucoup de sens à l'heure actuelle aussi, parce que c'est aussi quelque part sur le respect de la nature, des animaux, de tout ça. Donc voilà. Une belle lecture. Une belle lecture qui est de Luis Sepúlveda. Et enfin, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast que tu voudrais écouter à ce micro? Oui, il y aurait Cynthia Sitter, de Sitter et Ambroise, que j'ai connue ici et qui était incubée chez Inotex. D'accord. Qui a créé sa société, donc c'est une jeune femme, qui a créé sa société de combinaisons sur mesure. Donc elle fait une pièce unique. Okay. Mais c'est une jeune femme qui a beaucoup d'énergie, qui je trouve a un projet qui lui correspond tout à fait. Voilà, donc parce que c'est une femme qui se revendique, la jeune femme entrepreneur, et qui veut mettre en valeur la femme sous toutes ses formes, et que la pièce de une combinaison, finalement, c'est une pièce qui, dans la garde-robe, qui est incroyable, parce que elle peut accompagner toute une journée aussi. On peut être chic avec, voilà. Et je trouve que c'est un petit peu tout son projet, donc je te laisserai la découvrir si tu en as envie. Voilà, mais je trouve cette personne très intéressante, très riche. Super. Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci à toi, Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.